Mes parents m'ont emmené à un lac quand j'avais 15 ans, m'ont jeté une bouée à moitié gonflée et ont dit « Nage ou coule, sale petit ingrat. Prouve que tu vaux quelque chose. » Puis ils sont partis en trombe, la musique à fond, en riant. J'ai failli me noyer 3 fois avant qu'un pêcheur ne me trouve, tout bleu. Je lui ai dit que j'étais orphelin. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, mais ce matin, ils ont réalisé leur terrible erreur. Ils ont trouvé mon numéro et se sont mis à m'appeler 30 fois par jour. J'avais 15 ans le jour où ils m'ont jeté dans le lac. On a roulé pendant 6 heures jusqu'à une cabane de location isolée au milieu de nulle part, pas de réseau, pas de station-service à proximité, et un lac si calme qu'il semblait faux. Je pensais que c'était des vacances en famille. Mon sac était rempli de jeux de société et de maillots de bain, mais ce que je n'avais pas prévu, c'était la trahison. Mon père a ouvert le coffre et a sorti une vieille bouée déformée, à moitié dégonflée et couverte de moisissures, l'a jetée à mes pieds et a dit « Nage ou coule, sale petit ingrat. Prouve que tu vaux quelque chose. » Avant que je puisse parler, ils étaient dans la voiture, la musique de Creedence Clearwater Revival à fond, riant comme si c'était une blague entre eux. Les pneus ont craché du gravier, puis le silence. Ils m'ont abandonné. Pas de téléphone, pas de nourriture, pas de chaussures. Je ne savais pas nager. Le lac n'était pas immense, mais il était profond, froid ou le genre d'eau qui vous mord les poumons même en été. J'ai paniqué. J'ai fait 1,5 mètre depuis le quai avant que la bouée ne se retourne. J'ai griffé la surface, avalant des goulets d'algues et de peur. Je me souviens du silence terrifiant, alors que je sombrais, remontais, et sombrais à nouveau. Je ne sais pas combien de temps je me suis battu. Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillé face à une lampe de poche et une voix qui sentait le tabac et le diesel. Un pêcheur m'avait trouvé près des roseaux, respirant à peine, les lèvres bleues, tremblant. Je lui ai dit que j'étais orphelin, et je me suis tenu à cette histoire pendant 21 ans. Il m'a recueilli, m'a aidé, sans jamais poser trop de questions. J'ai changé de nom, déménagé 2 fois, construit une vie. Pas parfaite, mais la mienne. Jusqu'à ce matin. Ce matin, je me suis réveillé avec 32 appels manqués d'un numéro avec l'indicatif régional de mon enfance. Ils ont laissé un message vocal. Je sais que c'est toi, Ellie. On a vu la vidéo. Tu nous dois une conversation. Ellie. Personne ne m'appelle plus comme ça. Mais je sais qui le fait. Et s'ils ont vu la vidéo, ils savent exactement qui je suis devenu. Ce qui signifie qu'ils ne sont pas là pour une réconciliation. Ils sont là parce que j'ai quelque chose qu'ils veulent. Avant de vous dire ce qui s'est passé quand ils sont revenus, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après qu'ils m'ont laissé pour mort. Voici comment je me suis construit. Quand on ment en disant qu'on est orphelin à 15 ans, on n'a pas un nouveau départ. On se retrouve avec des foyers, des murs fins comme du papier, des soupes populaires et des dons de l'église. On trouve des boulots payés en liquide qui ne posent pas de questions. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai balayé les sols d'une salle de boxe, trié des coupons périmés dans une épicerie de déstockage, nettoyé les toilettes d'un motel où les serrures ne fonctionnaient pas et les fenêtres ne fermaient jamais. Mais j'ai aussi observé, écouté, acquis des compétences comme un affamé ramasse de la nourriture à 2 mains et sans honte. J'ai appris le HTML sur un ordinateur portable d'occasion qu'une âme charitable du foyer avait donné, regardé des tutoriels YouTube en le chargeant dans les bibliothèques publiques, appris à coder par moi-même avec des manuels scolaires abîmés trouvés dans les bacs de solde. À 19 ans, j'ai été embauché au noir pour reconstruire le système de points de vente défectueux d'un restaurant. Ça m'a pris 2 semaines, et le propriétaire m'a payé en pourboire et en reste de tarte, mais il en a parlé à un ami. Puis à un autre. À 21 ans, je dirigeais une petite entreprise de réparation informatique depuis un garage. À 24 ans, j'avais mon premier client dans la technologie financière. À 26 ans, j'avais un associé. À 28 ans, je lui ai racheté ses parts. Je n'ai jamais accepté de financement avant de savoir que je pouvais gagner. Je n'ai jamais laissé personne me posséder, car quand vos propres parents ont essayé de vous noyer, vous comprenez une chose très vite, le contrôle, c'est la survie. J'ai donc bâti mon entreprise dans l'ombre. Lentement, prudemment, silencieusement. Pas de presse, pas de profil, pas d'interview. Juste des résultats. Nous avons grandi vite, de manière efficiente, à l'échelle mondiale. À 33 ans, personne ne connaissait encore mon visage. Jusqu'à ce podcast. Et c'est là qu'ils l'ont vu, eux aussi. Voici donc comment ils m'ont retrouvé.
Il y a 2 semaines, mon visage s'est retrouvé dans un clip de podcast sur les affaires qui est devenu viral de manière inattendue sur TikTok. L'animateur m'a appelé, le fondateur fantôme, le type que personne ne pouvait trouver. Un passé? Pas de réseaux sociaux, pas de LinkedIn, même pas une photo d'annuaire de lycée. Il trouvait ça mystérieux. Je trouvais ça sûr. Jusqu'à ce que quelqu'un dans les commentaires dise « Je suis presque sûr d'être allé au collège avec ce gars ». Son nom n'était pas celui qu'il dit avoir maintenant. Je crois que c'était Eli Marx. Ce simple commentaire s'est transformé en un jeu de pistes. Quelques détectives d'Internet ont fait le reste. Je n'ai même pas réalisé ce qui se passait jusqu'à ce que mon assistante me montre le fil de discussion Reddit, R-Tech Mystery, post le plus populaire, le PDG disparu qui a changé d'identité. Je n'ai pas commenté, pas réagi. J'ai pensé que ça passerait. Puis j'ai reçu le message vocal. Puis le SMS. Puis un putain de mail avec une vieille photo de classe de moi en pièces jointes. L'objet, tu lui ressembles tellement. Parlons. De ma mère. Sauf qu'elle a signé, Carole Marx, comme si j'étais un étranger. Pas de, avec amour, maman, pas de, tu nous as manqué. Juste, parlons. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, j'ai vérifié les enregistrements de sécurité de mon immeuble. Quelqu'un avait essayé de s'enregistrer sous le nom de « livraison », puis « invité d'Eli », et enfin « je suis sa mère ». Ils sont restés dans le hall pendant 17 minutes, sans jamais lever les yeux, gardant juste leurs mains jointes, serrées, comme un enfant qui attend devant une porte verrouillée. Et pourtant, je n'ai rien ressenti. Pas de rage, pas de chagrin. Juste une curiosité sourde et lointaine. Que voulez-vous maintenant? Parce que vous ne m'avez pas laissé à ce lac en pensant que j'allais flotter. Vous m'avez laissé en espérant que je coule. Et maintenant que j'ai refait surface, maintenant que je possède mon nom, mon entreprise et mon avenir, vous voulez refaire surface aussi. Ce n'est pas une réunion. C'est une stratégie. J'ai accepté de les rencontrer. Pas parce que j'en avais envie, mais parce que j'avais besoin de voir leur visage quand je dirais non. Nous nous sommes rencontrés dans le hall d'un hôtel qu'ils ne pouvaient manifestement pas se payer. Ils ont commandé des boissons comme s'ils avaient oublié le goût du salaire minimum. Maman portait des perles comme si elle auditionnait pour le pardon. Papa avait l'air plus vieux, bouffi et nerveux, comme un homme qui a parié sur un cheval et réalise qu'il n'était pas le sien. Ils ont commencé par « Nous avons fait des erreurs ». Puis est venu « Nous étions sous beaucoup de pression à l'époque ». Puis « Tu étais difficile ». Difficile? J'ai failli rire. Puis maman a fait glisser une enveloppe sur la table. Je ne l'ai pas touchée. Elle a dit qu'elle contenait une opportunité d'affaires, quelque chose à propos d'une propriété qu'il possédait, avant, et comment, techniquement, elle est à ton nom de naissance, donc légalement tu es connecté. Je n'ai rien dit. Puis papa s'est penché, très bas, et a dit, Eli, ou Nathan, ou quel que soit ton nom maintenant, si tu ne nous aides pas, quelqu'un pourrait déterrer des choses. Tu as des investisseurs, une entreprise. La presse pourrait ne pas apprécier de découvrir que tu étais un fugueur avec un passé. Voilà. Leurs propositions n'étaient pas des excuses. C'était du chantage. Ils voulaient que j'achète leur silence, que je plie leur honte dans mon succès, que je nettoie le gâchis qu'ils avaient fait et que j'appelle ça la famille. Je me suis levé, j'ai pris l'enveloppe, je l'ai déchirée en deux et l'ai laissée tomber comme des confettis. Puis j'ai souri. Vous voulez jouer au jeu médiatique? Allez-y. Mais souvenez-vous, un seul d'entre nous a un avocat sous contrat, une équipe de presse et une preuve de tentative d'homicide. Papa est devenu pâle. Maman n'a rien dit. Je les ai laissés là, les verres pleins, les portefeuilles vides, le désespoir lourd dans l'air. Ils ont rappelé le lendemain matin, et le suivant. Puis ils sont passés à des numéros jetables, des numéros masqués, des emails avec des objets comme « Nous sommes toujours tes parents, tu ne peux pas nous effacer, aide-nous ou nous rendrons ça public ». Ce n'était pas du chagrin. Ce n'était pas du regret. C'était de la panique. Ils pensaient qu'ils avaient encore une emprise sur moi, que quelque part au fond, le garçon de 15 ans qu'ils avaient abandonné avec une bouée dégonflée reviendrait en rampant, mendiant de la chaleur, les appelant à nouveau papa et maman. Mais ils ne le connaissaient plus. Parce qu'il s'est noyé ce jour-là, et je suis ce qui a refait surface. Alors j'ai décroché, juste une fois. Je les ai laissés entendre la voix qu'ils avaient créée. Je ne les ai pas laissés parler.
J'ai dit, vous m'avez abandonné pour le pouvoir, et maintenant vous pensez que je vais vous donner le mien. Mais voici la vérité, je suis mort dans ce lac. Ce qui reste d'Elimarx, c'est un fantôme que vous avez enterré. Je ne vous dois pas un nom. Je ne vous dois pas un centime. Et si jamais vous me contactez à nouveau, mes avocats finiront ce que vous avez commencé. Mais cette fois, ce ne sera pas silencieux. J'ai bloqué tous les numéros, changé de bureau, suis passé à un réseau privé, ajouté la reconnaissance faciale à l'immeuble. Mais je n'ai pas changé de nom, parce que je l'ai mérité. Et s'ils veulent chasser des fantômes, ils devront passer le reste de leur vie hantée par celui qui s'est échappé. Pas brisé, pas en train de mendier. Juste intouchable. 3 semaines après avoir fermé la porte sur mon passé, j'ai conduit tranquillement jusqu'à une ville au bord d'un lac, à 2 états de là. Même endroit, même quai, même eau calme et froide. La cabane dont je me souvenais avait disparu depuis longtemps, démolie ou pourrie sur pied. Mais le magasin d'articles de pêche était toujours là, sentant toujours le tabac, la sueur et les appâts bon marché. Je suis entré. Je n'ai pas dit mon nom, mais le vieil homme derrière le comptoir m'a regardé en plissant les yeux et a dit, « Tu es le gamin du lac. » Il n'avait pas oublié. Il n'a jamais insisté, n'a jamais rien dit à personne, n'a même jamais demandé où j'étais allé. Il a juste aidé. M'a réchauffé, m'a nourri, a dit aux flics qu'il m'avait trouvé perdu lors d'une randonnée et qu'il ne pensait pas que j'avais besoin de m'expliquer tout de suite. Je lui devais la vie, et je le lui ai dit. Je lui ai demandé ce dont il avait besoin. Une maison? Un bateau? Un nouveau toit? Il a ri. J'ai ce dont j'ai besoin. Ne gâche pas ce que tu as, mon garçon. C'est suffisant. Je suis resté pour le dîner. J'ai laissé une enveloppe sous la table. Je n'ai pas dit ce qu'il y avait dedans, mais ça couvrait 10 ans de taxes foncières, du nouveau matériel pour le magasin, et une obligation d'épargne qu'il pourrait encaisser quand il le voudrait. Il n'a jamais appelé pour me remercier, et je n'en ai jamais eu besoin. Parce que certaines dettes ne sont pas faites pour être criées depuis des podiums ou publiées en ligne. Certaines sont silencieuses. Méritées. Remboursées intégralement. Si vous avez aimé cette histoire, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je les lis tous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a pris aux tripes, et si vous aimez les histoires de vengeance sombres et réelles comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche, car il y en a beaucoup d'autres à venir. Merci d'avoir regardé, et souvenez-vous, parfois, la meilleure vengeance est le silence.